Yves Falardeau, bonjour et bienvenue à Gens d'ici. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire la rencontre d'un metteur en scène, un artiste et un homme passionné. Gilles Provost, bonjour. Bonjour. Gilles Provost, vous venez d'un petit village qui s'appelle Montfort. Montserre. Ah oui, oui. Où est-ce que c'est, ça? C'est à peu près à 65 000 passés Maniwaki. Et je viens de là, c'est là que j'ai été conçu, je pense. Mais je n'y ai pas vécu longtemps parce qu'à l'âge de 6 mois, mes parents sont venus habiter avec mes grands-parents paternels à Ottawa. Donc, même si je suis québécois d'origine, de naissance, j'ai été élevé et éduqué dans la basse ville d'Ottawa. Mm-hmm. Et vous aviez des sœurs, des frères? Une sœur que je voulais tellement, parce qu'à ce moment-là, même si ça fait pas 100 ans, je veux dire, un peu la légende des sauvages, et je voulais tellement qu'elle s'appelle Marguerite, et j'ai été tellement déçu, j'en ai tellement voulu à mes parents quand ils l'ont appelée Pierrette. Je trouvais ça plate, et Marguerite, ça avait quelque chose de beau. Hein? On est romantique, enfant. Ouais. Vous aviez... vos parents faisaient quoi? Ma mère est venue de Montserrat travailler à Ottawa au couvent des sœurs, au couvent de la rue Rideau, comme ils l'appelaient. Elle travaillait là comme servante. Et mon père, lui, a commencé à travailler dans des restaurants. Ils se sont rencontrés relativement jeunes. Et puis, il a passé sa vie, presque toute sa vie, à travailler comme waiter dans différents, pas bars, mais des tavernes de la région, tout en caressant un rêve qu'il aurait bien voulu me communiquer, celui d'être avocat. Parce que des fois, je disais, il achetait bien sûr à ce moment-là, Allopolis, ça avait un petit peu plus de prestige que ça l'a maintenant, mais il achetait des revues de détectives, il achetait toutes sortes de choses, et 2-3 fois par semaine, il allait à la cour assister à ça, et c'était ça dont il rêvait pour moi. À un moment donné, vous me disiez qu'il a essayé de vous convaincre de devenir avocat. Ben oui, parce que, je veux dire, il m'a... les gens travaillaient. On n'était pas une famille très riche, mais on n'a jamais manqué de rien. Parce qu'il était bootlegger pendant la guerre. J'ai appris bien dire, oui. Il y avait bien des contacts à Rockcliffe, donc on n'a jamais manqué d'argent. Mais pour m'encourager à faire des études, et j'ai été un assez bon étudiant, il n'a pas voulu, les étés, je devais me reposer. Et quand j'ai décidé, comme à l'âge de 20 ans, à la fin de mon secondaire, et puis là, il voulait que je m'inscrive à l'université, que je lui ai appris que non, je ne serais pas avocat, c'était le théâtre, le maudit théâtre, comme il disait tout le temps. Puis là, il a essayé de me dire, mais écoute, être acteur ou être avocat, c'est la même maudite affaire. Tous les deux, vous êtes des menteurs, vous transmettez des paroles ou des renseignements que vous savez des fois que c'est pas vrai, puis tu pourrais gagner ta vie, puis ça devient plus honorable. Qu'un homme de théâtre. Ben, comme homme de théâtre. Et il y a quelque chose d'assez touchant parce que il est toujours venu m'aider parce qu'il y avait des déménagements ou des choses comme ça. Il venait voir le décor, il venait dans la salle, mais il n'est jamais venu s'asseoir. Il n'est jamais venu me voir jouer, il est venu voir un spectacle que j'ai monté. Et quelque temps après sa mort, en faisant du ménage dans les tiroirs, ma mère a trouvé en dessous, parce que dans le temps, il y avait comme des papiers ou des journaux qui mettaient dans... Peut-être encore du monde qui font ça. Puis en soulevant ça, elle a trouvé une dizaine d'articles qu'elle avait découpés dans des journaux où on parlait de moi. Tu vois, j'en parle, puis je suis ému. Mais... il suivait votre carrière. Bien, il suivait, tu sais. Et il a pu au moins voir que quand je suis allé en Europe, puis que c'était une bourse du gouvernement, puis des choses à la télévision, parce qu'il m'a vu jouer dans Moi et l'autre, parce que quand j'ai été à Montréal, j'ai fait une douzaine d'émissions, et ça, même si c'était des petits rôles, je donnais quand même la réplique à Dominique Michel, puis à Denis Filiatro, et puis, je veux dire, là, pour un beau gros cachet de 125$ par émission, mais au moins... il y avait quelque chose, j'avais raison. Et je pense qu'il a été content, parce que sans être religieux pour aller à la messe, tout ça, je suis croyant. Ma fille est avocate.
Donc, elle, il l'a connue de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, quand lui est mort, et sûrement que ça lui fait plaisir. Il n'aura pas travaillé, il ne m'aura pas bombardé. Il faut que tu sois avocat. Ça, c'est du bien meilleur théâtre. Ça, c'est payant. Ça, c'est honorable. Le théâtre, pour vous, c'est votre vie, en définitive. C'est votre passion. C'est ma passion. Mais comment a-t-elle commencé, cette passion? Écoute, j'avais une grand-mère qui a été une influence énorme. Son mari, mon grand-père, est mort. J'avais 6 mois. Donc, on est allé très souvent au cimetière. Et j'ai toujours été très curieux. Et moi, aller au cimetière, c'était comme intéressant. C'était une promenade. On allait voir grand-père. Puis là, j'ai commencé à y poser des questions sur différentes affaires. Puis elle connaissait tout le monde. C'était une menteuse extraordinaire. Mais j'ai réalisé comme 4 ans après, pendant 4 étés, on est sûrement allé avec des lunchs une 20aine de fois par été au cimetière. C'était comme pour moi aller au théâtre. Je savais pas ça, on allait au cinéma. Et là, j'ai découvert un moment quand elle a commencé à se mêler, parce qu'elle avait un répertoire de peut-être 30 personnes que moi j'aimais, puis de dire, mais j'ai dit à un moment, mais écoute, ce monsieur-là ou cette madame-là, il habite pas là, c'est dans l'autre place qu'il est. Puis là, j'ai menteuse, je me souviens, je l'avais couru dans le cimetière. C'était peut-être pas respectueux, mais pour moi, les morts sont morts de corps, mais ils vivent tant que quelqu'un se souvient d'eux. Et peut-être que c'est ça qui m'a emmené. Le théâtre, j'ai découvert, on habitait dans la Basile, tout près de la cathédrale d'Ottawa. Puis à côté, il y avait l'Académie de la Salle, où il y a eu une compagnie de théâtre professionnel anglais, la première au Canada, qui est sur les mêmes principes que le théâtre britannique. Il y avait une compagnie, c'était une pièce nouvelle chaque semaine. Alors, par hasard, en 48, à l'été, j'ai vu des photos, puis je pensais que c'était du cinéma, parce que le cinéma, il y avait le théâtre français qui était sur la rue Dalhousie, qui a disparu. Et ça m'intéressait, puis je suis allé. Et c'était en anglais. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans. Je suis né en 38. Et je me souviens avoir été absolument ébloui. Je suis revenu avec le programme, d'ailleurs, que j'ai encore, que j'avais épinglé sur le mur. J'avais dit, j'ai vu du monde qui grimpait sur une tablette. Je ne savais pas que c'était un stage, comme j'ai appris, ou une scène. Et puis, ils faisaient des affaires, puis le monde dans la salle riait. Puis après ça, il y avait du monde, il y avait du silence. Puis il y avait une femme à côté de moi qui avait dit, parce que c'était une pièce qui parlait de guerre, même si c'était une comédie. Puis là, la guerre venait juste de finir. Puis j'avais remarqué que la femme pleurait. Puis ça... Et j'avais fait comme une association que ça devait être les mots étranges. Vous ne parliez pas un mot Je ne parlais pas. Et chez nous, on n'était pas contre l'anglais. Ma mère parlait anglais en donnant un accent anglais au mot français. Tu sais, don't crash on the table ou des affaires comme ça. Ça, c'était comme l'étendu. Mon père, peut-être un peu plus, mais on ne parlait pas ça. Et ça, je me souviens leur avoir dit, c'est ça que je veux faire. Là. Je vais être sur une tablette, là, puis je veux te parler, je veux que le monde m'écoute. Et dans ce temps-là, dans les écoles primaires, il y avait toujours des séances puis des affaires. Alors moi... Vous alliez à ce moment-là à l'école gay? À l'école gay, dans la Basse-Ville. Et donc, les frères m'ont encouragé, puis j'ai monté... D'ailleurs, ça, je pourrais vous le montrer. J'ai ma première affiche en 5e année, mais la mise en scène, je connaissais pas ça. Je sais pas où j'avais pris le mot réalisateur, parce que c'était pas les films français qu'on voyait, puis la télévision n'était pas encore là. Et c'était écrit « Réalisation Gilles Provost ». Et j'ai des photos. Je jouais le premier rôle, puis j'ai commencé à monter des séances, comme on disait, pour pouvoir me produire puis jouer, tu sais. Et ça a continué, ça n'a pas... Mais d'où ça vient, cette passion de se montrer, de monter sur scène? Parce que j'étais un enfant... on m'empruntait. Les voisines m'empruntaient quand il y avait des... Je sais, parce qu'il y en a... La fille d'une de nos voisines m'a dit, ma mère m'a raconté ça, parce que, écoute, c'était en 38, 45, mais les mœurs étaient différents, mais ces gens-là m'empruntaient pour être là quand son chum venait veiller. Donc, j'avais des livres, et j'étais là, j'aimais beaucoup. Je me souviens de m'être souvent assis en dessous de la table de la cuisine, pour écouter ce que les gens disaient. Et pour moi, une phrase ou une couleur, même l'Église, j'en ai-tu fait des messes dans le shed? Je ne suis pas le seul, mais je veux dire, il y avait l'affaire des costumes, il y avait l'imagination. Et que j'ai tellement lu, j'ai beaucoup lu très jeune, tu sais. Et
Je ne le sais pas. Peut-être le côté fantaisiste de ma grand-mère qui contait des blagues et puis qui, souvent, quand j'étais tannant, elle me disait « Oh mon Dieu, tu vas me faire mourir. » Puis une fois, bon, ben, elle s'est comme évanouie. Je vous ai conté des choses sur mes évanouissements. Puis là, je la secouais, puis il n'y avait pas moyen. Alors là, j'ai pensé vraiment. Alors, pour vérifier, j'ai pris une aiguille à chapeau, puis j'ai planté dans le doigt. C'est là qu'on a vu une résurrection de mort, puis elle est partie après moi, puis elle a dit « Oh, mais dans le fond, je l'ai mérité, tu sais. » Et elle semble avoir pris une place plus forte que ma mère, mais c'est pas vrai. Belle-mère et fille, là, ou enfin bru, ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que ma grand-mère parte à l'âge de 85 ans, qui a décidé que ma mère l'avait assez endurée pour aller au foyer. Tout le monde pensait que c'était mère et fille, tellement il y avait une complicité. C'est votre grand-mère qui vous a parti un petit peu, qui vous a compris. Oui, parce qu'elle avait, quand des fois j'avais je me souviens d'une pièce, je pense que j'étais en 9e année, puis il y avait bien des problèmes, puis il y avait un petit budget, puis il y avait des choses qui n'étaient pas claires, puis là, je m'en faisais, puis elle avait dit, « Bien, voyons donc, calme-toi, si terrible que ça, la police va venir, ils vont t'arrêter, ils vont t'amener, puis tes problèmes vont être réglés, les autres vont... » Je veux dire, elle avait toujours quelque chose pour... diminuer ou dégonfler le drame, tu sais. Alors, elle, c'était active, ma mère, c'était passive, c'était calme. Mon père, c'est un tempérament très, très bouillant, mais malgré le fait qu'il est mort des suites de son alcoolisme et puis tout ça, mais il a commencé à boire à 13 ans, mais dans le temps, c'était la mode. Je veux dire, c'était un homme extrêmement généreux, puis on n'a jamais souffert de ça, sauf qu'à un moment, il y a eu vers l'âge de 16 ans, j'avais des amis qui étaient gays. Mais à ce moment-là, c'était pas une expression à utiliser, c'était pas dans le vocabulaire. Voilà. Et moi, je n'avais jamais eu de relation homosexuelle, je n'avais pas de tendance, enfin, je m'en connaissais pas. Et une fois, il est arrivé à la maison en ayant bu beaucoup plus que d'habitude, puis là, il est monté, puis là, dans la chambre, il m'avait fait une scène en me disant que quelqu'un m'avait vu avec un gay avec une tapette, parce que c'était le mot. Puis là, je veux dire, c'était sûr, là, peut-être parce que je n'avais pas de blonde à ce moment-là, puis est-ce que je voulais me faire soigner, puis tout ça. Puis je disais, mais écoute, je comprends pas, puis il n'y a rien de ça. Puis c'est qui, cette femme-là, qui n'a jamais voulu le dire? Et à ce moment-là, dans ma tête et dans mon cœur, je l'ai comme tué, en disant, si tu crois plus une personne que tu ne peux pas me présenter, non. Et quelques années, 2-3 ans après sa mort, à question de testament et tout ça, on a découvert qu'effectivement, il y avait eu une maîtresse pendant quelques années et que c'était cette femme-là. Mais chez nous, on n'a jamais vécu ça. Et là, ma mère avait fait quelque chose que j'avais trouvé admirable parce qu'il y avait des propriétés. Et il fallait rencontrer la dame pour partager tout ça. Puis elle a dit, écoutez, j'ai vécu sans savoir que ça existait. Maintenant, ça n'existe pas. Prenez. On n'a pas rencontré la femme, mais je veux dire, c'était vraiment quelqu'un. J'ai eu des gens très forts avec des valeurs très simples. Et plusieurs années après, mon homosexualité s'étant révélée, puis tout ça, je suis devenu très ami avec Marie Laberge. Et j'ai monté 7 de ses pièces ici, puis il y en avait une qu'elle devait écrire pour moi. Et là, il y a eu toutes sortes d'affaires qui s'étaient remises. J'ai eu des subventions, elle a remis l'argent. On s'est chicané un moment pour ça. Et là, le type avec qui je vivais à ce moment-là, elle trouvait cette relation-là absolument comme un sujet de pièce. Et là, j'apprends que chez Duceppe, il va y avoir une pièce avec une relation d'un homme dans la cinquantaine. C'est pas dit que c'est une relation homosexuelle, mais j'ai cru que c'était ça, parce qu'elle avait dit, je vais écrire quelque chose sur ça. Alors, je la rejoins, nos chicanes s'oublient, on tombe dans les bras au téléphone, puis j'ai dit, mais écoute, envoie-la-moi cette pièce-là. Et cette pièce-là qui s'appelle Le Faucon, et qui est j'en parle, je suis très ému, c'est une pièce où il y a une relation difficile entre un père et son fils. Et cette pièce-là, qui
Selma, je lui ai dit après, parce que j'ai retéléphoné, je l'ai lu tout de suite, puis on a encore braillé, parce que j'étais un des premiers. On est pas mal braillards, des fois, chez les artistes. Et j'ai dit, tu sais pas, c'est une belle pièce, puis j'ai dit, ça m'a redonné mon père. Mon père que j'ai tué dans ma tête, parce que là, j'ai compris que avec ce qu'il avait comme expérience, avec la société de cette époque-là, il ne pouvait pas aborder autrement que par une forme de violence ou de maladresse, mais que par la suite, parce que j'avais 16 ans, donc là, ils ont continué, puis moi, je me disais, bien, tu vas payer, puis l'argent, puis toute cette affaire-là, je vais le prendre, mais qu'il m'avait vraiment aimé. Alors, j'ai dit, Marie, non seulement tu as créé une pièce merveilleuse qu'on a montée ici, qui était une pièce extraordinaire, un des moments forts de ma vie. Alors, des fois, le théâtre, les gens qui en font, parce que c'est pas vraiment au théâtre que tu peux gagner ta vie, c'est un complément d'autre chose. Moi, je vis une situation assez exceptionnelle avec la ville de Hull, où je suis directeur du théâtre depuis 1976, parce que je suis comme un fonctionnaire de la culture. Donc, j'ai un salaire, j'ai un fonds de pension, j'ai toutes sortes de choses. Mais les autres comédiens ici, comme à Montréal, pour un Rémi Gérard ou enfin, Denise Filiatro, je veux dire, il y en a bien d'autres, ça dure une période, puis après ça, c'est très, très, très difficile, tu sais. Mais vous êtes directeur artistique du Théâtre de l'Île. Oui. Ben, alors, expliquez-moi un petit peu, c'est quoi? Je vois la publicité, je vois au financement, il y a des gens de la ville qui me sont délégués, puis on travaille avec eux. Mais c'est moi qui choisis, comme un cuisinier qui va décider, comme un chef cuisinier, qui va décider que pour une telle année, la cuisine va avoir une telle orientation, puis il propose quelque chose qui l'espère, va plaire à sa clientèle. Mais un directeur artistique je lis une centaine de pièces, j'en vois au moins une centaine par année, un peu partout. Vous êtes allé à l'Académie de la Salle au secondaire, hein? Oui. Puis vous avez aussi été influencé par un frère en particulier. Hein? Racontez-nous un petit peu ça fait. Bien, j'ai été influencé par plusieurs frères, mais il y en avait un, à cause de mon expérience, ma connaissance du théâtre anglais. En 11e et 12e, il y avait 2 pièces de Shakespeare, Twelfth Night, Macbeth. Oh, il y en avait 3, mon Dieu. La Nuit des Rois, Macbeth, et puis, enfin, le Marchand de Venise. Et le professeur qui enseignait ça, c'était le même qui était directeur du célèbre cadet le corps de cadet de Clairon de l'Académie, qui était connu à travers le Canada. Et si tu allais à De La Salle, il fallait que tu fasses partie du corps de Clairon où tu étais cadet. Et ça, pour moi, il n'y en était pas question. Alors, 9e et 10e, je me suis démêlé de ça. Mais 11e et 12e, il fallait aller au fameux manège militaire ici à Hull. Et puis, alors, là, j'ai trouvé toutes sortes de moyens pour me faire mettre sur la sick parade. J'ai eu des certificats de médecin et tout ça. Mais pour éviter d'y aller. J'avais évité le port de l'uniforme. Mais lui m'attendait au détour. Il m'adorait. Et moi aussi, le lundi, mardi, pendant tous ces cours sur Shakespeare et la poésie. Mais le mercredi avant-midi, alors qu'on se... Puis là, c'était grammaire était plate un peu. Bon, et là, je trouvais toutes sortes de moyens. Je me suis évanoui peut-être 40 fois sur 2 ans, où j'ai eu des attaques de cœur, où j'ai eu des... Je me suis même fait vomir une fois pour qu'il croie. Et là, c'était le délire dans la salle. J'étais un élève très discipliné, en première classe, mais en ce qui concernait l'armée, j'ai cru savoir que vous-même, vous avez été là-dedans. Je sais que c'est très important, mais adolescent, je voulais rien savoir. Le frère Marcellus est sûrement décédé. Sinon, si par hasard, qui est quelque part, je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de lui dire à quel point il était important dans ma vie. Puis c'était ce qu'on dit bien en anglais, a love-hate relationship. Mais l'amour était là parce qu'il m'a ouvert les yeux et il connaissait. Et quand il arrivait à un point, que ce soit sur un poème, et là, je le voyais là, frémir comme quelqu'un qui va découvrir quelque chose, puis quand ça avait terminé, il disait « Check that! Check that » avec son ton militaire quand il donnait. Mais c'était tellement comme ben, je veux dire, tu sais, des gens qui se fient, qui tombent en amour sur des apparences,
qu'après ça, découvrent que l'apparence cache quelque chose qu'ils n'aiment pas bien, bien. Tu sais, je veux dire, c'était tellement un homme extraordinaire. Et j'en ai rencontré tout plein dans ma vie. Je continue d'en rencontrer beaucoup. Quoi? Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien danser. Si j'étais angoissé par mon travail, par la frustrante et incessante impression d'échouer, parce que c'est ça, au fond, la recherche médicale. Ça consiste essentiellement en des idées qu'on ne parvient pas à démontrer. Le théâtre de l'île, tel que c'est, ça s'est créé. Il y a eu un concours. Je me suis présenté en leur proposant un programme, en disant, moi, ici, je voudrais, parce que la proposition première, c'était de ne faire que du théâtre amateur. Alors, j'ai dit, moi, il y a trop de gens dans la région qui ont acquis une expérience valable, sérieuse, en travaillant comme artistes amateurs, mais qui sont capables, qui sont dignes, qui sont aussi bons que bien des gens de Montréal. Bon. Et laissez-moi le budget, laissez-moi jouer avec le budget. Je vous rendrai compte de mon administration au bout d'une année et vous me direz ça marche ou ça marche pas. On m'a proposé un conseil d'administration. Je dis non, j'ai pas le temps. Je vais dealer ça. Il y avait un directeur technique et quelqu'un qui faisait le lien avec la ville et moi. Et c'est comme ça, ce que j'ai dit, on va proposer une saison où il y aura du théâtre professionnel et du théâtre. Je ne l'appellerai pas amateur, parce qu'amateur, c'est un beau mot, mais très souvent, théâtre amateur, c'est des gangs de chums qui se réunissent ensemble. La direction n'a pas plus d'expérience que les autres. C'est un produit généreux, mais pas si dans un théâtre, un beau théâtre comme ça, on veut créer une habitude, il faut que ce soit le meilleur possible avec les moyens qu'on a. Alors, vous êtes le premier directeur. Je suis le premier directeur. Et ça fait combien d'années? C'est la 28e saison. Et je pense que depuis qu'on se parle, vous avez pu juger de ma vivacité, de mon enthousiasme, même si on a beaucoup parlé de famille. On ne peut absolument pas terminer cette entrevue avant de parler de... Est-ce que j'exagérerais si je disais le plus grand amour de votre vie? Non, c'est pas exagéré. J'ai rencontré... Ah, j'en ai eu plusieurs, mais celui-là, il est constant depuis 26 ans. Je partage ma vie avec un gars que j'ai rencontré grâce au théâtre. C'est bien bizarre parce que je montais la pièce de Michel Tremblay, Hosanna, qui parle, c'est la relation entre un travesti et un gars de Bessic. Et le gars qui jouait dans la pièce, il me dit, parce qu'il y avait un petit club gay sur la rue Montcalm ici, et il me dit, j'ai entendu dire qu'il y avait une convention de gars de Bessic. Bon, va donc voir ça, peut-être que ça va te donner des idées. J'y vais, mais je sortais d'une répétition, je suis en complet 3 pièces, tweed, j'ai les cheveux très longs, j'ai la barbe, et parmi tous ces raw, ces bikers puis tout ça, il y a un jeune gars avec les cheveux très longs, qui fait très épais et qui danse, parce que mon ami Claude Jutras a toujours eu les cheveux très longs. Et il est comme une fleur à travers tout ce noir-là, on le voit sauter comme ça, et je veux dire, c'était comme un coup de foudre. On s'est rencontrés pour lui. Il aimait les gens avec barbe et les cheveux longs. Et moi, je venais juste de découvrir à travers une autre relation, parce que quand on parle d'image, on est souvent attiré par une image, puis après ça, on cherche tout ça. Là, j'avais vécu un amour avec quelqu'un dont je n'aurais jamais pensé de tomber en amour. C'était quelqu'un, un grand 6 pieds, laid physiquement, mais c'était tellement un cœur extraordinaire. Et là, ça n'a pas marché, on s'est parlé. Et je me suis dit, mais mon Dieu, on est-tu assez bêtes, les hommes, les gens, de chercher des fois un type de personne, puis après ça, d'essayer de trouver leur qualité. Alors, à cause de cet amour intense, je me suis dit, bon, ben je vais m'ouvrir aux autres. Et c'est comme ça, parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais regardé Claude. Et on s'est connus, et ça fait 25 ans
que l'on vit ensemble, qu'il m'appuie dans tout ce que je fais, qu'il me chicane, parce que des fois, j'en fais trop, parce que ça, c'est n'importe qui de passionné. Il faut que le partenaire comprenne cette chose-là, parce que sans ça, c'est l'enfer, c'est la rupture. Vous, là, vous n'allez pas... la retraite, vous ne connaissez pas ça, hein? Bien, pas pour l'instant. J'ai demandé à la Ville, il y a quelques années, j'avais peut-être 62, si je devais m'arrêter à 65 ans, et quelqu'un aux ressources humaines, je ne me souviens plus du nom, m'avait dit, Monsieur Provost, je pense que tant que vous ne ferez pas plus de niaiseries que ça, la Ville va vous permettre de continuer. Et je veux dire... Je suis très reconnaissant et je suis un bon vendeur parce que je n'ai pas d'entrevue, que je vais partout, puis j'en ai beaucoup, où je rends à César ce qui revient à César. Parce que les gens qui ont eu cette ouverture d'esprit-là, de vouloir investir. Puis la CCN a mis de l'argent ici aussi, dans ce building-là, mais c'est totalement indépendant de la Ville. Les gens qui ont suivi à la direction, les maires, d'ailleurs, le maire actuel, c'est un de mes anciens élèves avec qui j'ai fait du théâtre à l'école secondaire. D'ailleurs, il en parle souvent aux différentes conférences de presse. Les conseillers, tout ça, les gens continuent d'appuyer. Ils sont un modèle pour beaucoup de villes. Il y a une association qui s'appelle Les Arts et la Ville. J'ai été souvent appelé à leur parler de comment ça pouvait être un mariage possible entre la politique et la culture. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai donné, mais la Ville de Gatineau s'est donnée comme slogan ou comme motto, Gatineau, ville d'art et de culture. Et quelque part, je me dis, bon, ben, j'ai été une des pierres qui a amené une conscientisation que c'était important. Et ma phrase que j'ai souvent dit, c'est une ville où il n'y a pas d'artistes, pour moi, c'est une ville morte. Et je pense pas que Gatineau est une ville morte. On est bien en santé. Gilles Provost, un très grand merci pour cette entrevue. C'est un plaisir.